On y répondra tranquillement à la fin. Alors, on va lancer dans une petite minute. Déjà, c'est chouette que vous soyez tous là. Ce soir, on va parler de la création de cabinets, de l'immobilier médical aussi. Tout dépend à qui on s'adresse. Hakim, Ah, tu m'avais coupé le son. On va y arriver. Hop. Donc, j'étais en train de dire que nous, ça faisait 3 ans qu'on accompagnait les pros de santé et les investisseurs privés à investir dans le domaine de la santé. C'est pour ça qu'on a intitulé cette conférence l'immobilier médical, la création de cabinets, parce que beaucoup de particuliers ne le savent pas, mais ils peuvent investir dans le domaine de la santé. Et beaucoup de kinés aussi ou pros de santé ont envie de créer leur cabinet, mais ne savent pas par où commencer. C'est vrai que c'est un sacré challenge et il faut un minimum s'y connaître pour pas faire d'erreur. Moi, en résumé, il y a déjà mon petit frère, hein, Mehdi, qui m'accompagne, qui s'occupe lui beaucoup de tout le back-office, qui est vraiment la petite main cachée de BHK. Donc, je le remercie déjà énormément pour tout ce qu'il fait. Et moi, je suis un peu la tête visible, on va dire. J'ai été kinésithérapeute pendant 11 ans. Il y a 3 ans de ça, donc j'ai commencé à accompagner les pros de santé et les investisseurs privés à ouvrir leur cabinet. Et aujourd'hui, on a ouvert, nous, une cinquantaine de Body House Kiné à notre nom propre où on est associé dedans. Et on a accompagné une quarantaine aussi d'autres professionnels ou investisseurs à créer leur propre enseigne, leur propre branding, où ils sont associés uniques. Donc voilà, on a deux grosses phases de développement. L'objectif de ce soir, c'est de balayer un peu les grandes étapes. Alors bien entendu, en 1 heure, on va pas pouvoir creuser énormément, mais on va déjà vous donner pas mal de contenu, des petites billes auxquelles il faut faire attention. Derrière aussi, on est là pour vous accompagner, vous suivre aussi dans vos projets. Vous allez voir que ça peut être très intéressant pour vous et que c'est un accompagnement qui peut aussi être très vite rentabilisé. Voilà, et on va démarrer. Souvent, quand on pense immobilier médical, on pense locaux. Mais avant de penser locaux, moi j'aimerais dire qu'il faut penser déjà véhicule juridique. Est-ce qu'on va faire ça avec une SAS? Est-ce qu'on va faire ça avec une SARL? Est-ce qu'on va faire ça avec son entreprise individuelle si on est professionnel de santé? Si on est professionnel de santé aussi, est-ce qu'on va faire ça via une CELARL, une CELARS? Chaque société a son type d'investissement. Les CELARL et les CELAS, ce qu'on appelle les sociétés d'exercice, peuvent être détenues par des pros de santé. Une part minoritaire peut être détenue par des personnes qui ne sont pas pros de santé. Mais ces sociétés impliquent que ça soit la société qui va facturer tous les actes. Donc tous les professionnels de santé qui vont être dans cette société vont pas avoir, entre guillemets, leur propre facturation. C'est la CELAS qui va facturer et qui va reverser derrière une partie de son chiffre d'affaires au kiné. Donc le kiné touche un virement unique mensuel. Ça, c'est génial, par exemple, pour économiser la TVA. Mais par contre, le kiné qui lance sa structure, il est responsable de tout le monde. Donc encore une fois, quand on va créer le cabinet, quel niveau de risque on veut porter? Est-ce qu'on cherche une économie de TVA? Est-ce qu'on est prêt à supporter le risque? Une SAS, à contrario, par exemple, n'importe qui peut la monter. On n'est pas obligé d'être professionnel de santé. Donc souvent, les investisseurs privés vont se tourner vers ça. Mais aussi, les pros de santé, par exemple, moi, j'ai choisi d'ouvrir que des SAS parce que je veux pas être tenu responsable de la facturation éventuelle de certains des kinés qui sont dans les centres ou médecins ou autres. À un titre d'exemple, je ne sais pas si on a suivi, il y a une franchise dentaire dont je ne citerai pas le nom qui a fermé 200 centres. La Sécu lui a fait fermer 200 centres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous modèle de CELAR et CELAS et beaucoup de praticiens surfacturaient des actes. Résultat, la CPM leur est tombée dessus et c'est les gérants qui ont tout pris. Donc ils ont fait une très belle économie, mais finalement, pour avoir un modèle qui se casse un peu la gueule derrière. Pareil, quand on va acheter ces murs, est-ce qu'on les achète en nom propre? Est-ce qu'on les achète en SCI? Est-ce qu'on les achète en SAS? Est-ce qu'on mélange le fond et les murs? Ça, c'est plein de questions qu'il faut approfondir et qui sont importantes de se poser. Alors, si on se les pose ensemble après, une fois qu'on vous accompagne, super, avec plaisir. Sinon, n'hésitez pas à contacter des comptables. Demandez surtout plusieurs avis.
Parce qu'il y a des comptables de la vieille école qui vont vous faire monter comme 90% des pros de santé des sociétés civiles de moyens. Et bah, c'est très bien pour partager les frais, mais pour faire des bénéfices et en faire un réel investissement, c'est tout de suite moins intéressant parce que ces sociétés font 0%. On n'a pas le droit de faire du bénéfice avec ces sociétés. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça un investissement et 90% des pros de santé sont dedans. Donc voilà, encore une fois, avant de se lancer dans un local et trouver un endroit, avec quel véhicule juridique on va le faire? Quel est l'objectif? Quelle est la vision? Est-ce qu'on se voit encore professionnel de santé dans 5 ans? Est-ce qu'on veut assumer les risques de facturation? Dans ce cas-là, bah, peut-être une CELAR va être intéressante. Est-ce qu'on se voit arrêter la profession dans quelques années? Dans ce cas-là, une SAS va être très intéressant. Est-ce qu'on se voit ne pas porter la responsabilité des actes qui sont dans la structure? Une SAS va être très intéressante. Elle va être moins intéressante par rapport à la TVA. Donc voilà, encore une fois, ça, c'est des calculs, c'est des réflexions personnelles à chacun. Et c'est important de les nourrir et pas simplement de recopier le montage que quelqu'un a fait d'autre, parce que c'est c'est le meilleur moyen de ne pas avoir quelque chose qui, pas avoir chaussure à son pied, en fait, hein, quelque part. Ça peut, comme ça ne peut pas. Et nous, une partie de notre activité aussi, c'est l'optimisation des centres qui sont déjà lancés. Et je commence par ce volet-là parce que bah, le plus gros de notre travail aussi sur ça, c'est souvent de changer le modèle. Il y en a par exemple qui sont en SARL mais qui ne se tirent pas de salaire et que du dividende. Et résultat, bah, le dividende est beaucoup plus imposé sur une SARL. Il y en a qui lancent des SAS parce qu'ils veulent céder des parts, mais aussi se verser du salaire, alors que le salaire est super imposé en SAS. Donc encore une fois, tout ça, c'est à analyser, c'est à regarder. Faut regarder par rapport au business plan. Le business plan m'amène sur le deuxième le grand volet, les locaux. Où est-ce qu'on lance? La CPM a mis un site qui s'appelle Rezone à disposition qui vous permet de voir toute la démographie. Euh, Peut-être que certains savent, peut-être que d'autres savent pas, mais vous avez des zones ce qu'on appelle sous-dotées et très sous-dotées. Ça, la cartographie est déjà bien faite. C'est des zones où les kinés touchent des aides. Dans les zones très sous-dotées, les kinés qui s'installent dedans touchent 50 000 euros. Donc, quand vous lancez un cabinet, ben, c'est très bien. Vous pouvez avoir 50 000 euros. Vos assistants peuvent avoir chacun 34 000 euros. Et quand vous êtes un investisseur privé, vous n'êtes pas vous-même pro de santé, et ben, les kinés qui vont venir s'installer pourront avoir ces aides. Donc, ça va être des zones qui vont pas mal attirer. Donc, tout ça, ça va prendre en compte des fois quand on s'installe dans une ville qui est à côté d'une ville très sous-dotée. Bah, c'est la ville très sous-dotée qui va avoir tendance à attirer davantage. Nous, ça, on s'en rend compte maintenant parce qu'on a accompagné bah, bientôt 90 projets. Dans plus de 90 projets, on est dans les coulisses. Dans pas mal d'autres projets aussi, on est là en toile de fond. On voit les choses, on voit comment le recrutement se fait, toutes ces choses. Euh, une info intéressante aussi, c'est qu'à partir du 1er janvier 2027, tous les nouveaux diplômés, donc à peu près 6 à 7 000 kinés annuels, devront aller s'installer dans des zones sous-dotées et très sous-dotées. Pareil au niveau des infirmières, pareil au niveau des médecins, pareil à plein de niveaux. Résultat, bah, demain, un professionnel de santé diplômé à Paris, Paris 6 par exemple, eh ben, il pourra plus s'installer à Levallois, à Courbevoie, il pourra plus aller s'installer dans le centre de Rennes, dans le centre de Lyon, en périphérie de Lyon. Il pourra aller s'installer dans des zones que sous-dotées, très sous-dotées, qu'on retrouve sur un Rhizone Amélie, Rezone. Et là, qu'est-ce qui devient intéressant du coup, c'est qu'il y a une énorme opportunité à saisir. En tout cas, nous, on l'a saisi. C'est des zones souvent qui sont très reculées. C'est des zones où on va trouver des économies d'impôts, des zones QVP, entre guillemets, des zones prioritaires où il n'y a pas d'impôts. Vous allez pouvoir cumuler cette économie d'impôts en plus éventuellement de l'aide. Donc, parfois, ça peut devenir très intéressant. Et ça va être encore plus intéressant parce que là-bas, les loyers vont être hyper attractifs. À Cergy-Pontoise, par exemple, là, on est en train de prendre des locaux. On est à 1 000 € du mètre carré à l'achat. Donc vous comprenez bien que l'affaire peut être beaucoup plus intéressante et rentable que d'acheter des locaux à Paris 19, par exemple, qui sont à 8 ou 9 000 € du mètre carré. Les kinés pourront pas aller s'installer à Paris 19, les nouveaux diplômés, pendant 2 ans, alors que par contre, ils pourront aller s'installer à Cergy. Donc, et on se rend compte aussi, nous, bah, que les locaux, plus ils sont en périphérie de Paris, et bah, plus ils fonctionnent aussi en termes de rentabilité. On met un peu plus de temps à les remplir en ce moment parce que bah, les gens sont plutôt intéressés à bosser sur Paris. Mais encore une fois, à partir de janvier 2027, tous les nouveaux diplômés devront minimum travailler 2 ans dans ces zones.
Donc ça vous laisse 2 ans de pérennité à chaque fois que quelqu'un arrive. Donc très intéressant et à prendre en compte. Donc encore une fois qu'on a défini le véhicule juridique, qu'on a défini le lieu, là on commence déjà à avoir une idée des loyers. On va pouvoir définir son business plan. Combien va nous coûter l'adresse? Combien elle peut nous en rapporter, comment on va pouvoir recruter. Il y a des tonnes de données sur Internet qui vous permettent de savoir le nombre de professionnels de santé qui se sont installés dans cette ville. Nous, notre accompagnement, il va vous aider à tout ça, il va vous aider à définir le meilleur modèle juridique. On va vous mettre aussi à disposition bah, nos comptables, parce que nous, on a beaucoup d'informations, mais les comptables sont encore mieux placés pour ça. Ensuite, on va vous aider bah, à trouver ce local. Dans notre accompagnement, ce qui est compris aussi, c'est la recherche du local. On va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour ceux qui veulent rigoler, je vous invite à regarder ma story que j'ai fait aujourd'hui sur Captain Santé sur Instagram. J'ai un propriétaire qui m'appelle, donc direct propriétaire, très chouette, pas de frais d'agence, tout ça. Hakim, j'ai un super local. Je débarque dans ce super local, c'est un taudis. Il y a du meuble partout. J'étais même pas capable de voir un mur, j'étais même pas capable de voir le sol. Résultat, on a mis 1 heure pour aller à Drancy. On a mis 1h10 ou 1h20 à revenir. On a perdu 3 heures dans l'après-midi pour tomber sur bah, littéralement un taudis. Nous, les pros de santé ou les investisseurs privés, on va faire les prévisites pour eux. C'est-à-dire que quand on va en visite avec vous, c'est qu'on l'a déjà visité avant. C'est qu'on sait ce qu'on fait visiter. On sait que les normes sont respectées. On sait que le local, l'usage est correct. Des fois, il y a plein de locaux, ils ont un usage qui n'est pas correct à l'activité de santé. Parce que vous ne pouvez pas créer un cabinet n'importe où. Vous ne pouvez pas transformer comme ça un appartement sans autorisation. Et parfois, des fois, bah, prendre un local plutôt qu'un autre, ça peut tout changer. Parce que vous pouvez prendre un local sans regarder l'usage, signer le bail, et une fois que vous vous rendez compte que la mairie bah, refuse votre usage et que vous avez déjà signé le bail ou acheté le bien, et ben c'est super compliqué. Et ça, beaucoup l'ont fait. Et nous, souvent, on est venu nous voir à cette étape-là. Mais le problème, c'est qu'une fois que le bail il est signé, à part résoudre les choses de manière judiciaire, il n'y a pas grand-chose. Donc encore une fois, l'accompagnement, il va être là pour vous faire sélectionner le meilleur local qui soit. La Rolls-Royce des locaux, c'est le local commercial, où il y a tout type d'activités qui peuvent être faites dedans. Un local à usage de bureau, par exemple, il faut changer l'usage. En tout cas, il faut demander l'autorisation à la mairie s'il n'y a pas de changement d'usage à faire. La mairie peut vous dire, allez-y, on garde cet usage, c'est pas grave. D'autres mairies vont vous dire, non, non, on veut absolument un changement d'usage. Changement d'usage à la mairie, c'est minimum 3 ou 4 mois. Donc encore une fois, l'idée, c'est de trouver le meilleur local. Parfois, un local va être 500 ou 1000 euros plus cher, mais si vous avez 9 ou 10 mois de démarche en moins à faire, bah, c'est du temps de gagner tout ça. Il y a des locaux déjà qui ont des fois qui ont déjà le RP. Donc il y a juste besoin de le réactiver. Si vous ne faites pas de modification dedans, vous prenez des locaux de banque, par exemple, en général, où on rentre, on s'installe, il n'y a pas grand-chose à changer, une cloison à retirer. Donc il n'y a pas de permis de construire à demander, il n'y a pas de permis d'aménager à demander, il y a juste besoin de demander l'autorisation de ce nouvel ERP. Donc, prendre un local, bah, trouver la zone, c'est très chouette. Trouver un local à un super prix, c'est très chouette. Mais encore faut-il que ce local ait le bon usage, que cet usage puisse être changé facilement, rapidement. Ensuite, il faut demander toutes les autorisations bah, pour le l'ERP. Tout ça, c'est des démarches avec lesquelles, pareil, on va vous accompagner étape par étape pour pas qu'il y ait d'erreur. Le risque, qu'est-ce que c'est de signer un bail ou d'acheter un local sans avoir vérifié l'usage, sans avoir regardé la possibilité de devenir ERP. Oui, nous n'avons pas de visite de sécurité dans ce cadre d'ERP pour des cabinets de santé. Des cliniques, oui, par contre, des hôpitaux, oui. Mais ça ne veut pas dire que personne va surveiller. Vous êtes censé envoyer des plans d'évacuation, vous êtes censé faire pas mal de choses auprès de la direction départementale territoriale. Donc voilà, encore une fois, l'objectif, ça va être de le faire le mieux possible. Ensuite, une fois qu'on a un local, bah souvent ce local, faut le rénover. Ça va être la troisième grande étape. Et là encore, là, nous, on va pouvoir vous aider. C'est qu'on on travaille avec beaucoup d'entreprises partenaires. On va vous permettre bah, de vous mettre en contact avec des entreprises qui sont sérieuses, des entreprises qui respectent les normes, des entreprises qui ont toutes leurs assurances, des entreprises qui sont solvables.
Et là, le conseil que j'ai à donner, c'est ne foncez pas tête baissée parce qu'un entrepreneur paraît cool. On a beaucoup d'arnaques hein, qui déroulent de ça. Je vous invite à regarder la M6, l'émission Arnaque. C'est un mode d'emploi pour arnaquer les gens. Vérifier la solvabilité de l'entreprise. Vous pouvez vérifier ça, il y a des sites internet qui permettent ça. Est-ce que la société, des fois, il y a des sociétés qui sont en liquidation et qui continuent de prendre des chantiers. Autrement dit, ils savent que cette société va fermer et ils continuent de prendre des chantiers. Souvent, ils ne finissent pas les chantiers et c'est vous qui êtes lésés. Et derrière, pour récupérer son dû, allez voir la structure de l'entreprise. Est-ce qu'elle est en SAS? Est-ce qu'elle est en SARL? Est-ce que le gérant est caution? Est-ce que le gérant a du patrimoine? Ça peut être très intéressant parce que demain, même avec quelqu'un qu'on connaît, si demain ça se passe mal et qu'on veut récupérer son dû, eh ben c'est finalement le patrimoine personnel des dirigeants qui peut être saisi. Et en fonction de son type de société, un auto-entrepreneur, une entreprise individuelle, une SAS où il y a des cautions, une SARL où il y a des cautions, ou alors il y a un énorme capital social, des sociétés qui ont 2 millions de capital social, des sociétés qui ont 2 000 € de capital social. Ça, c'est pas la même chose. S'il y a 2 millions de capital social, c'est-à-dire que la société, elle a au moins 2 millions d'euros minimum en cas de faillite. Demain, la société peut rembourser au moins 2 millions. Je fais des raccourcis très rapides volontairement pour qu'on puisse aborder tous les sujets. Mais tout ça en résumé pour vous dire que attention à la structure de la société, allez voir son historique, allez prendre des avis clients. N'hésitez pas à leur demander, voilà, quels sont les clients que vous accompagnez, en demander plusieurs pour prendre un ton, parce qu'aujourd'hui, l'arnaque, et il y a la porte ouverte pour ça aujourd'hui. Et ça, là, encore une fois, on a quelques exemples. Nous, il y a des personnes qui sont venues nous contacter une fois qu'ils ont eu des soucis. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose à part leur redonner un très bon contact. On va pas pouvoir récupérer le dû. On travaille avec des entreprises aussi qui vous permettent des facilités de paiement. Par exemple, elles vous permettent de les payer en 6 mois. Souvent, vous leur donnez 30% au début du chantier, 20% au milieu, et les derniers 50%, vous pouvez les régler en plusieurs mois, ce qui vous permet de réduire l'emprunt bancaire et toutes ces choses-là. Donc, statut de la société, quel est son véhicule financier? Est-ce que la société est solvable? Est-ce que l'entrepreneur est solvable? Est-ce qu'elle a toutes les assurances qu'il faut? Pas hésiter à demander, hein, parce qu'encore une fois, il y en a plein qui ne demandent pas. Il y a des sites internet qui vous permettent de trouver tout ça. Même s'ils vous envoient une attestation d'assurance, appelez l'assurance en question pour savoir si cette personne est vraiment assurée. Parce qu'il peut vous envoyer une fausse attestation d'assurance. Le jour où vous avez un problème, vous brandissez votre papier et la personne, en fait, c'est un faux. Compliqué. Alors que vous appelez l'assurance, elle va vous dire oui ou non, monsieur X est bien enregistré chez vous. Ça, j'avertis parce que c'est le plus gros risque, hein, parce que ça, vous venez de débloquer votre prêt bancaire de 100 000 € par exemple, vous l'envoyez chez un entrepreneur en entier. D'ailleurs, un entrepreneur, il n'a pas à vous demander plus de 20-30% au premier paiement, un deuxième à l'avancement des travaux à chaque étape. En fait, souvent en 3 à 4 fois, avec une livraison, une fois que les réserves sont, un paiement, une fois que les réserves sont émises à la fin. Donc faire très très attention. Ça m'amène au point où je discutais bah, le prêt bancaire. Souvent, ça peut être des opérations qui peuvent être blanches. Par exemple, nous, comment on fonctionne? Quand on loue un endroit, on va inclure dans le crédit travaux. Ça, c'est un super tip que je vous donne, que des banques nous ont donné. On va inclure dans le crédit travaux le coût du DG et le coût des frais d'agence. Je sais pas imaginer, par exemple, j'ai 40 000 € de devis de travaux réels. Et ben, l'entreprise va vous fournir, et que vous avez, par exemple, 20 000 € de DG et 10 000 € de frais d'agence. Donc, en tout, un volume de 70. L'entreprise travaux va vous fournir un devis et une facture de 70 000 € pour que vous puissiez débloquer votre prêt. Elle va ensuite vous fournir un avoir de 30 000 € qui va dire en gros, grosso modo, voilà, vous lui devez plus que 40 000 €. Et ça va vous permettre de faire financer votre affaire en 100% dès le démarrage, quoi. L'affaire, elle vous aura coûté juste simplement l'ouverture de votre boîte et deux trois bricoles d'achat. Nous, on travaille avec des partenaires bah, qui sont bah, fiables. On travaille avec 4 ou 5 banques principalement. Elles vous font des taux préférentiels. Elles vous réduisent de 0,50 souvent le taux. C'est-à-dire que vous avez un taux à 4,19 et bah, elle va aller vous financer à 3,69 ou 3 oui, 3,69 du coup. Voilà, j'allais dire 3,79. Donc ça, pareil, c'est des milliers d'euros d'économie. Donc encore une fois, c'est un des plus de l'accompagnement.
Ensuite, il va falloir sélectionner son matériel. Un aparté sur les banques. N'hésitez pas à demander plusieurs banques en même temps, hein. Au pire des cas, vous pouvez obtenir deux prêts de deux banques différentes. Au mieux des cas, pardon. Au pire, vous n'en avez pas. Et situation intermédiaire, vous arrivez au moins à obtenir un prêt. Ne demandez pas qu'à une seule banque, même si la banque vous dit oui, oui, on est très partant, tout ça, parce qu'il y a plein de conseillers bancaires qui ont tendance à y aller. On l'a vu encore aujourd'hui, hein. On a rigolé avec Mehdi. On a une nouvelle banque qui nous a, quand on est passé la voir, elle nous a fait un orchestre incroyable. Il y avait de la guitare, il y avait de la flûte, il y avait du saxophone, il y avait du tambour, il y avait une chanteuse lyrique, il y avait du baroque. Incroyable. On est sorti de là, on s'est dit, oh waouh, on a un super partenaire bancaire. Elle nous fait galérer un mois et finalement elle nous refuse le crédit. Heureusement qu'on avait demandé à deux autres banques à côté avec qui on a obtenu les crédits. Donc, moralité de l'histoire, n'hésitez pas à demander à plusieurs banques parce que des fois les banques mettent 45 jours à se prononcer. Derrière, vous avez un bailleur qui attend. Vous avez un propriétaire qui attend si vous achetez vos locaux. Donc, ça va être ça peut être un énorme gain de temps. Ça permet de comparer les taux également. Tout ce qui va être matériel va être financé en leasing. Donc ça, il n'y a pas d'apport à fournir. Donc très chouette. Donc demain, beaucoup ça, la croyance, c'est quoi en fait finalement? C'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que lancer un cabinet, ça coûte de l'argent. Si vous démarrez votre cabinet en location, il peut ne rien vous coûter du tout. Il peut ne rien vous coûter du tout. Vous faites le bon recrutement au démarrage et toutes ces choses, à part peut-être 2 000 € de base statut. Et c'est parti. Donc ça, souvent, c'est un des gros freins. Et j'aimerais ce soir que vous compreniez que bah, c'est possible de lancer aussi avec bah, très très peu d'apport. Quand vous allez acheter, en général, les banques vous demandent 10% d'apport. Donc ça, bah voilà, c'est globalement les frais de notaire, il faut pour pouvoir le prévoir. Ça, il n'y a pas de tour de passe-passe ou d'histoire de facturation, il faut le prévoir. Acheter, c'est très intéressant. Mais avec le modèle qu'on a, nous, on a une rentabilité souvent sur nos affaires autour de 2,2, 2,5. C'est-à-dire que si l'affaire en coûte 10 000, elle doit en rapporter au moins 22, voire 25 000 €, même en étant locataire. Donc c'est très intéressant. L'immobilier médical est très intéressant parce que même sans être propriétaire, bah, vous arrivez quand même à bah, dégager des revenus très intéressants. Euh, je reviens sur le matériel, du coup. On va vous aider à le sélectionner. Souvent, nous, on a affaire à bah, des investisseurs privés qui ne connaissent pas le matériel. Donc là, on va vraiment les conseiller. Et souvent aussi, on a affaire à des pros de santé qui ont tendance à s'enflammer. Ils veulent ça, 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 ça. Là, notre job, nous, ça va être temporiser un peu ça. Peut-être d'étaler l'achat du matériel au fur et à mesure que le cabinet se lance, se poser les bonnes questions. Est-ce que ce matériel est vraiment pertinent? Est-ce qu'il sert? Etc. Et encore une fois, là, nous, notre recul vient avec quasiment 90 kinés accompagnés, moi, plus de 12 années d'expérience en cabinet et beaucoup de confrères. On arrive à se rendre compte de quoi à 90% les personnes ont besoin. Après, chaque cabinet, voilà, a sa petite nuance. Là où notre accompagnement va être très fort aussi, bah, c'est que du coup, aujourd'hui, on achète en gros le matériel. Donc on a des tarifs hyper compétitifs. Chez Matrix, on descend jusqu'à moins 40%. Technogym, on descend entre moins 20 et moins 25% par exemple. Physéa, Sicel, Physéa d'ailleurs, avec qui on organise l'événement Studio Kiné le 11 juin à Sèvres, où on va aller encore plus loin. C'est une soirée qui va durer beaucoup plus longtemps. On va détailler davantage les choses. On va vous faire bénéficier bah, tous les tarifs voilà, chez nos équipementiers, Indiba, Phoenix, Sicel, Fisia, tout ça j'ai cité. Et souvent, quand on achète 20, 30 ou 40 000 € de matos, c'est qu'on se retrouve à avoir moins 20, moins 30% en moyenne rien que sur le matos, bah, vous avez rentabilisé intégralement notre accompagnement. Donc entre l'économie, parce que pareil, les sociétés de travaux avec qui on bosse, on a des tarifs négociés. Ils nous font des tarifs entre moins 10 et moins 15% par rapport au marché, parce qu'on leur envoie beaucoup de chantiers. Les banques vous font des tarifs préférentiels. Les assurances, Doctolib, on a moins 30% chez Doctolib. Au lieu de 199 euros, ça va coûter 130 € à vos professionnels de santé. Mine de rien, quand vous en avez 10
Ça représente 600 euros d'économie par mois. L'économie sur le matériel, l'économie sur la comptabilité, l'économie sur le ménage derrière. On va vous fournir un écosystème au-delà au-delà des conseils qu'on peut vous donner pour faire la bonne société, ouvrir dans le bon endroit, négocier au mieux son local. Souvent, on va être très fort. Bah, certains peut-être sont là ce soir, mais pour vous donner des beaux locaux, on est rentré avec 18 mois de franchise dans certains locaux. Qu'est-ce que c'est une franchise? C'est le propriétaire qui vous permet de ne pas payer le loyer. On est rentré dans des locaux, le propriétaire nous a offert 60 000 euros de travaux plus 6 mois de franchise. On est rentré dans des locaux avec 24 mois de franchise. Notre plus gros deal, on vient de le signer récemment, on est rentré avec 30 mois de franchise, plus 6 mois de mise à disposition. Ça veut dire que pendant 30 mois, on va ne payer que les charges. Pendant 6 mois, je paye ni les charges ni le loyer. Donc là, vous comprenez qu'une affaire, quand elle démarre comme ça, bah, elle va être sur de belles roues. Donc tout ça, nous, pareil, on va vous aider à négocier les franchises, on va vous mettre à disposition tous les prix et tous nos partenaires partout, et vous allez largement rentabiliser le coût de notre accompagnement. Une fois que tout est lancé, on va vous aider dans le recrutement, on va passer des annonces pour vous, on va vous aider lors de vos visites, on va vous aider à structurer votre offre, on va vous fournir nos contrats. Nos contrats ont été faits par un avocat du droit médical. Les contrats doivent être validés par l'ordre parce qu'ils doivent respecter le code de déontologie. Et ça, pareil, gros warning, parce que vous avez beau avoir lancé toute l'affaire, c'est génial. Et là, vous faites signer le mauvais bail à un professionnel de santé. Ce bail est refusé par l'ordre. Le professionnel de santé décide de ne plus venir chez vous. Et là, c'est tout votre recrutement qui part en péril. Et ça, quelqu'un en a fait les frais, malheureusement pour lui. Il souhaitait prendre notre accompagnement. Il a recopié exactement ce qu'on a fait dans nos cabinets. Il a suivi tout ce qu'il fallait en termes de recommandations, de ce qu'il voyait comme contenu finalement gratuit. Et il a recruté ses kinés. Et il a fait signer les mauvais contrats. Résultat, l'ordre a annulé les 3 contrats. Il s'est retrouvé sans locataire. Et là, il est venu nous voir à la rescousse en nous disant aide-nous. On peut t'aider avec plaisir, mais notre aide n'est pas non plus gratuite. On a dépensé aussi beaucoup d'argent pour les avoir, toutes ces choses-là. Tout ce qu'on a fait, c'est le fruit de 12 ans d'expérience. Donc, encore une fois, beaucoup pensent savoir jusqu'au jour où il y a un problème. Et se faire accompagner, c'est super important parce que ça vous permet d'éviter pas mal d'erreurs. Moi, quand j'ai lancé mon premier cabinet, je l'ai fait tout seul. J'ai fait d'énormes erreurs et j'ai même perdu des sous à cette époque, mais ça aurait pu être bien pire. J'avais pas fait mon ERP, par exemple. J'avais mal négocié mon bail parce que je savais pas ce que c'était de la franchise. Pas mal d'erreurs. J'avais pas le bon véhicule de société parce que j'avais fait comme tout le monde une SCM à l'époque. Donc c'est super important avant de se lancer, déjà renseignez-vous. Si c'est pas nous qui vous accompagnons, renseignez-vous, cherchez et arrêtez de croire que ChatGPT suffit. Encore une fois, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un est en train de faire ses statuts et c'est quelqu'un qu'on accompagne. Et il a corrigé les statuts avec ChatGPT. Mais ChatGPT, il a confondu les statuts et le pacte d'associés. Résultat, ces statuts veulent plus rien dire. Moi, heureusement, on les a pas enregistrés, tout ça. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, on se dit que ChatGPT va suffire. Vous lui donnez votre bail commercial, il va vous le corriger, mais des fois, il va dire pas mal d'erreurs parce que bah, le droit, c'est pas son fort. Il y a des IA juridiques qui sont encore plus forts là-dessus. Et rien ne vaut le coup de main humain. ChatGPT va être beau pour vous faire des belles simulations 3D, des plans. Il va vous faire un business plan sympa. Il peut vous faire une étude de marché qui est plutôt sympa. Mais ça aussi, c'est ses limites. Donc, moralité, si on ne se fait pas accompagner, bah, énormément rechercher. Allez chercher. Il y en a qui sont autodidactes, je sais. Et il y en a qui supportent pas voilà, de se faire enseigner. Mais c'est super important de se faire enseigner. Moi, j'ai créé ça tout seul. J'ai beaucoup appris de manière autodidacte et avec les comptables, les avocats, les différents cas de figure qu'on a vus au fur et à mesure. Mais j'aurais adoré au début que quelqu'un crée cet accompagnement. Nous, notre accompagnement, autant cartonné parce qu'il est complètement clé en main finalement de A à Z. De la réflexion sur quel véhicule juridique on va faire jusqu'à trouver son local, jusqu'à le rénover, jusqu'à le meubler
et enfin trouver ses professionnels de santé et encore derrière le faire connaître son cabinet, et ben toutes ces étapes, on va vous accompagner. Le prix qu'on va vous coûter va vous coûter finalement, enfin, vous allez très très vite rembourser largement, rien qu'avec les économies qu'on va vous apporter. Et si vous souhaitez le faire tout seul, ben, cherchez, cherchez, posez des questions, comparez et toutes ces choses, quoi. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce soir. Je sais pas si quelqu'un a des questions. N'hésitez pas. On va laisser le chat ouvert encore 5 minutes pour ceux qui veulent éventuellement poser leurs questions. En résumé, à chaque étape, il y a des manières de se tromper. Se lancer dans le mauvais type de société, ça peut vous coûter bonbon. Donc interroger plusieurs comptables. Le local, de ne pas se jeter forcément sur le premier local. Comparer, regarder comment le local vieillit. Appeler l'ancien locataire pour savoir pourquoi il est parti. Nous, on a fait les frais, par exemple, sur un local à Saint-Raphaël. Où on s'est rendu compte finalement l'ancien locataire est parti parce qu'il avait sans cesse des dégâts des eaux dans le sous-sol. Quand on a pris le local, on s'en était pas douté. Ça avait l'air bien, ça sentait pas mauvais, entre guillemets. Et l'espèce de 6 7 mois après, on a commencé à avoir des tonnes de dégâts des eaux. Résultat, la moitié du local depuis 1 an et demi, elle est pas utilisable, donc on est en conflit avec le bailleur pour ça. On a réussi à retrouver l'ancien propriétaire, l'ancien locataire, pardon, qui nous a confirmé ses propos. Et ça nous a bien aidé dans le sujet parce qu'aujourd'hui, le bailleur, bah là, il va nous rembourser la moitié des loyers qu'il a reçus depuis ce sinistre. Et si la justice se prononce, et bah, pas mal aussi de dommages-intérêts. Donc ça va largement plus que nous sauver l'affaire. Euh, la zone où on va ouvrir. N'hésitez pas à visiter le local à 10 heures du matin, à midi, à 14 heures, à 16 heures, à 20 heures le soir, à 21 heures. Est-ce que c'est une zone qui craint? Toutes ces choses. Ça, pareil, nous, on va voir plusieurs fois les locaux. Et un local, une fois, j'étais sur le coup de le prendre. Génial. Super coup de cœur. Et je passe à 20h30, 21 heures dans les locaux, voir le quartier. Et je me rends compte que ça deal de la drogue dans la cage d'escalier. On a trouvé des mégots, on a trouvé pas mal de choses qui laissent penser que voilà, il y a de la drogue ici. Donc forcément qu'on n'a pas eu envie de prendre ce local en se disant bah on ne sait pas ce qui peut se passer en journée, tout ça. Et ça, quand on le découvre une fois qu'on a signé, bah compliqué. Interroger plusieurs banques pour comparer les taux. Interroger plusieurs entreprises travaux. Travailler sur recommandation. Analyser l'entreprise travaux. Suivre son chantier. Une fois, c'est pas parce que bah, l'entreprise elle est très bien qu'elle a été recommandée qu'il faut pas non plus aussi la suivre. Beaucoup ont peur aussi de reprocher des choses dans leur entreprise. Pas hésiter à lui dire hein, si le mur là vous voulez qu'il soit repeint, il soit repeint. Le recrutement, sur quelle plateforme on va recruter, où est-ce qu'on va mettre les annonces, quel type d'annonce on va faire. Voilà, tout autant d'étapes qui vont être super importantes. Quel type de contrat on fait signer. Donc tout ça, il faut être super vigilant. Ça peut paraître hyper simple euh, comme ça, mais en fait, quand on se lance et qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des soucis, bah, il faut faire très attention. On n'a pas parlé ce soir, ce sera l'occasion d'en parler le 11 à Sèvres, mais on approfondira la franchise, comment on peut négocier un local, comment nous on a fait pour obtenir 30 mois de franchise. Euh, Quel type de baux on signe? Quelle est la différence entre les baux professionnels, les baux commerciaux? On parlera aussi de la taxe bureau. Là, finalement, là, on a dévoilé 10% de l'iceberg, on pourrait en parler toute une journée. Il y a des locaux qui sont assujettis à certaines taxes, et ces taxes, les professionnels de santé, ou même les investisseurs qui louent à des professionnels de santé, n'ont pas à les payer. Et là, nous, on passe notre année, depuis qu'on a lancé
On a passé nos 3 dernières années à faire économiser beaucoup de taxes. Là encore aujourd'hui, j'ai eu un dossier, un pro de santé, il paye 10 000 euros de cette taxe pour rien, dans le vent, depuis 5 ans. On va pouvoir le récupérer les 3 dernières années et lui faire annuler toutes les suivantes. Et ça, encore une fois, voilà, il serait fait entourer, accompagné, pas forcément par nous, mais par un bon comptable, par un bon fiscaliste, par un bon avocat. Toutes ces infos, peut-être, il les aurait eues. Un bon agent immobilier. Nous, c'est beaucoup les agents immobiliers aussi qui nous ont appris les usages. Et à force de négocier des locaux, bah, maintenant, on sait ce qu'on peut demander. Il y en a plein, moi, souvent, en fait, l'accompagnement. La phrase qui me choque le plus à chaque fois, entre guillemets, choqué, hein, c'est «Ah bon? On a le droit de faire ça? Ah bon, c'est possible?» Ben ouais, parce qu'en fait, il y a tout qui est possible. Mais encore une fois, nous, l'humain raisonne avec ce qu'il sait. Et il va construire le monde avec ce qu'il sait. Mais le problème, c'est quand ce qu'il sait est erroné ou incomplet, bah forcément que du coup, derrière, la création, elle n'est pas forcément bah, complète et elle est un peu erronée. Quand on rentre dans un local sans avoir négocié de franchise, bah, le démarrage, il n'est pas pareil. Les bénéfices à la fin de l'année sont pas pareils. Quand on signe un baux alors que le local a un mauvais usage et que la mairie veut pas qu'on change l'usage, on se retrouve avec un bail sur le dos ou avec un local sur le dos. Quand on fait confiance à une entreprise les yeux fermés parce qu'on le connaît, parce que c'est un pote de la famille, parce que voilà, c'est mon meilleur ami aussi ou ça, et que derrière il vous fait défaut, bah, c'est votre projet qui en pâtit. Je passe tout le chapitre sur toutes les économies aussi qu'on peut vous apporter, encore une fois, sur le matériel et sur toutes les choses. Donc oui, soyez vigilants. L'immobilier médical est très intéressant. Euh, Humainement parlant, hein, nous aujourd'hui, grâce à ce qu'on a lancé, rien que dans nos cabinets, nos 50 cabinets, vous avez à peu près 10 000 personnes qui sont soignées tous les jours. Donc humainement parlant, c'est très cool. Financièrement parlant, c'est très chouette. Les offres qu'on fait aussi à nos professionnels, elles sont win-win aussi dans les deux sens. Donc c'est un beau moyen. Souvent, quand on est pro de santé, en plus, on connaît quasiment que ça. C'est une manière d'aller payer un peu moins d'impôts, parce que quand on a une entreprise individuelle ou une salariée de kiné, à part investir dans la kiné ou dans la médecine, ou alors quand on est médecin ou dentaire, on peut pas acheter un appartement personnel avec sa boîte, par exemple. Alors que par exemple, on peut ouvrir un cabinet. Donc ça va être un excellent moyen de réduire ses impôts. L'immobilier classique aussi, hein, comme ça, hein, paraît simple de l'extérieur, mais un mauvais bail signé avec un locataire qui a fourni des fausses fiches de paye, une, une, une- une garantie qui n'a pas été prise, euh, tout ça, ça peut faire foirer en fait le projet. Donc encore une fois, c'est super important, soit de se faire accompagner par des gens qui font ça, soit par des professionnels de chaque secteur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, on va laisser encore ouvert le chat 2-3 minutes. Et sinon, pour ceux derrière qui veulent éventuellement un rendez-vous individuel pour discuter de leur projet, c'est complètement gratuit. On prend une petite heure, on en discute, on pose les bases, parce qu'encore une fois, chaque projet est complètement différent. Et avec plaisir, il y a besoin qu'on vous accompagne, on sera toujours là. Voilà. Derrière la boîte, il y a moi, Mehdi, mais vous avez aussi toute l'équipe du back-office en comptabilité, toute l'équipe du back-office en immobilier, toutes nos agences partenaires, toutes les banques et toutes ces choses-là qui se feront un plaisir de vous aider dans votre projet. Voilà, Ok, nous. j'en profite, il y a une question de Benjamin qui dit, recommandez-vous des courtiers pour les prix immobiliers ou de passer directement avec chaque banque? Moi, j'ai envie de dire que si tu fais le projet tout seul et que tu n'as pas forcément beaucoup de temps, le courtier peut être génial. Sinon, on t'accompagne, on va le faire, le rôle du courtier. On va t'emmener vers des banques avec qui, bah, par exemple, on a 0,5% de moins sur le taux. Ça peut représenter, quand on achète des murs à 6 ou 700 000, hein, ça représente des 15-20 000 euros d'économie hein, sur un prêt travaux, tout ça. Donc, ouais, encore une fois, faut pas avoir honte de déléguer. Payez un avocat pour qu'il vous fasse des contrats. Oui, il va vous prendre 4 000 euros, mais il va vous éviter que l'ordre refuse votre contrat.
Payer un comptable pour que la comptabilité soit faite, bah, ça va vous éviter d'avoir des problèmes le jour où il y a un contrôle fiscal. Payer un courtier pour qu'il interroge 15 banques qui vous rapportent le meilleur taux pendant que vous avez bossé, carrément, faut y aller. Faut se faire accompagner. Que ce soit par un accompagnement comme le nôtre, ou comme certains d'autres confrères peuvent le faire. Nous, à contrario il y a d'autres accompagnements qui existent hein, et qui sont très très bien et qui sont plus généraux, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner de l'information. Nous, on va être là en fait au quotidien avec vous. On va pas faire juste que vous envoyer des liens web pour visiter des locaux. On va les visiter. On va s'occuper d'aller contacter les banques, démarcher, envoyer les documents et toutes ces choses. Donc oui, un courtier peut être très intéressant. Un courtier, c'est intéressant aussi parce que ça peut être financé dans les c'est quelque chose que la banque finance, donc c'est pas un coût direct. Oui, c'est un coût parce qu'on le rembourse sur plusieurs années, mais c'est pas un coût direct. Donc ouais, ça peut être très, très intéressant. Ils ont des contacts privilégiés avec souvent les directeurs d'agence. Et voilà. Et ça, pareil, il y a des agences qui sont très intéressantes pour ça, ouais. Que quelqu'un a d'autres questions. Moi, je ne vois pas les questions dans le chat, c'est bizarre. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le voulez d'ailleurs. Mehdi, tu vois des questions de ton côté encore ou pas? Non, dans le chat, on n'a pas d'autres questions pour le moment, mais vous pouvez démuter vos micros pour pouvoir poser vos questions directement ici. Est-ce que tu vois un volet qu'on pourrait aborder pour finir, Mehdi, éventuellement? Il y a des choses que tu voudrais compléter? Peut-être que tu peux refaire un petit tour sur toute la démarche pour arriver jusqu'au projet final, pour faire un récap de ce que tu viens de dire dans les grands points, les points de vigilance, par où ça commence et où ça termine. Oui. La première grande étape, comme on le disait, c'est le véhicule financier. Je prends l'exemple d'un projet qu'on est en train d'accompagner. Ils ont le projet de créer plusieurs centres avec un certain concept qui est hyper intéressant. Moi, je suis devenu fan tout de suite. Euh, Ils viennent nous voir avec cette demande. À qui on aimerait ouvrir plusieurs centres comme ça? Quelqu'un qui vient nous voir comme ça ou quelqu'un qui nous dit, voilà, j'aimerais ouvrir un cabinet, j'aimerais même faire un investissement, on va pas lui conseiller la même chose. À cette première personne, par exemple, on lui a conseillé plutôt de faire une holding. Nous, quand on a lancé tout ça, moi là-bas, j'accompagnais simplement un deuxième confrère à lancer son cab. Je l'ai fait en nom propre. Ah, finalement, un deuxième s'est présenté une semaine après. Ah, bon, on le fait encore en nom propre. Et finalement, ça a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, on a créé notre holding qui nous permet de récupérer l'ensemble de nos flux sans payer d'impôts. Cette holding, cet argent, s'il est réinvesti, il va vraiment être non imposable, et c'est l'objectif. Alors que si tout ça, on l'aurait fait en perso, bah, à chaque fois que je tire de l'argent de la boîte, les bénéfices, bah, je dois payer de l'impôt pour finalement aller le réutiliser pour d'autres achats perso, par exemple. Donc cette personne bah, qui a le projet de faire plusieurs cabinets, on lui a conseillé d'emblée de faire une holding. On l'a renvoyé vers des comptables pour ça, pour finaliser bien entendu tout ça. Cette holding, elle va venir aller détenir son premier cabinet. Demain, si elle a envie de créer un deuxième cabinet, elle va pouvoir le détenir. Troisième cabinet, etc. Ces cabinets vont remonter tout le flux vers cette holding, et cette holding va pouvoir faire ce qu'elle veut derrière. Si elle veut acheter un appartement, si elle veut acheter une villa, si elle veut réinvestir dans un autre cabinet, elle va vouloir faire exactement ce qu'elle veut sans avoir payé de l'impôt sur cette remontée de dividendes. Et ça, le système français le permet. Donc encore une fois, définir le véhicule financier au début va être super important. Quelqu'un qui va nous dire, ah, moi je vais rester 20 ans dans mon cabinet, on va pas lui dire la même chose que quelqu'un qui me dit, ouais, moi, dans 3 ans, je déménage, tout ça, je vais revendre. C'est l'objectif. Il y a des notions d'IS et d'IR, d'imposition sur la plus-value. Et voilà, tout ça, c'est intéressant, encore une fois, à creuser. La deuxième grande étape, ensuite, c'est où est-ce qu'on l'ouvre? Aller privilégier peut-être les zones sous-dotées ou très sous-dotées. À nuancer avec les cabinets qui ont des spécialités. C'est encore un peu différent parce que les kinés qui ont des spécialités et spécificités peuvent
s'installer quasiment partout. Donc ça rentre hors du champ de ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé. Mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, on pourrait en parler des heures. Euh, Trouver son local, savoir bien le négocier avec la D'ailleurs, franchise. Vas-y. D'ailleurs, Hakim, on a une question de Elodie par rapport aux locaux. Quels sont les top 3 des pièges à éviter quand on achète un local? Et quelles sont les trois principales choses à vérifier pour trouver un local adaptable pour une activité de kiné? Le top 3 bah, quand on achète, moi je dirais déjà privilégier que les locaux commerciaux d'activité, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de changement à la mairie. Ça évite de faire une offre à son propriétaire, au propriétaire et dire voilà, j'achète le bien sous conditions suspensives de prêt, bien entendu, sauf si on a le cash dispo. Et de la deuxième condition suspensive qui est le changement d'usage. Parce que les mairies peuvent vous faire galérer 3 ou 4 mois et quand vous arrivez, vous dites au propriétaire, bah, il va me falloir 3 mois pour le prêt, plus 3 4 mois pour le changement d'usage. Le mec, déjà, vous l'envoyez 6 ou 7 mois en avant pour vendre son bien. Il va peut-être être frileux. La mairie peut vous refuser le truc aussi, hein. Donc, vous avez fait 4 mois de démarche, vous avez trouvé le bien, vous avez fait vos plans, vous avez fait déranger tous les entrepreneurs du monde, vous avez votre liste de matos, le projet il est parfait, tout bien. La mairie vous dit, ah, vous n'avez pas le droit de changer l'usage. Moi personnellement, quand c'est pas usage activité ou des villes qui permettent l'usage bureau, on me voit pas du tout. Je vais pas me risquer à changer des entrepôts en cabinet, je vais pas me risquer à changer des appartes. Je déteste perdre mon temps avec ça. Et au-delà de ça, c'est que des fois, oui, c'est beaucoup de temps. Parfois, il n'est pas perdu, mais très souvent, il l'est parce que les mairies sont de plus en plus strictes avec les PLU. Donc ouais, ça, c'est le premier gros point. Le deuxième point, c'est des locaux qui sont sains. Aller regarder les fondations, des locaux qui n'ont pas non plus beaucoup de travaux. Alors, des fois, ça vaut le coup d'être patient et de pas se jeter sur le premier local, hein. Je prends un exemple, bah, à Issy-les-Moulineaux, on avait trouvé un local assez sympa où il y avait quand même des travaux très conséquents. On trouvait rien d'autre. Finalement, le deal s'est pas fait, on était super triste parce qu'on avait quand même mis du temps. 15 jours après, on retrouve un local où il y a littéralement 10 fois moins de travaux à faire. C'est-à-dire qu'on est passé de 120 000 euros de travaux à 12 000 euros de travaux. Ça valait le coup, encore une fois, d'attendre. Donc, privilégier peu de travaux. Qui dit peu de travaux, bah déjà dit une affaire plus rentable, même quand on a acheté les murs. Dit aussi moins de problèmes. Qui dit travaux dit peut-être retard de travaux. Qui dit travaux peut dire complications. On ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Demain, on coupe un fil électrique, il faut changer tout. Demain, on pète une canalisation. Tout dépend de la teneur des travaux. Allez éviter tous les travaux avec permis de construire aussi, parce que ça, pareil, c'est très très long. Nous, encore une fois, voilà, on va privilégier local commercial d'activité ou de bureau où il n'y a pas de changement du tout à faire. Et le troisième point, c'est un point sans être un point, c'est-à-dire que nous, on a remarqué que aujourd'hui, on préfère s'installer en étage plutôt qu'en rez-de-chaussée. Et il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais c'est un peu contre-intuitif, on a besoin d'être visible. Ouais, mais aujourd'hui, les gens vous trouvent sur Doctolib, en fait. Les gens sont digitalisés. On n'est plus comme il y a 10 ans, on croise le kiné de la rue. Maintenant, quand on marche, on fait même plus attention. Marchez dans une rue et essayez de vous rappeler les commerces qu'il y a dans cette rue. Il n'y a pas tous les commerces qui vous reviennent à la tête. Et parce qu'on est beaucoup en fait sur les téléphones. Et les locaux en rez-de-chaussée, bah, il peut y avoir des vols. Il y a beaucoup de dégâts des eaux dans les locaux en rez-de-chaussée. Et quand c'est des dégâts des eaux, c'est des très gros dégâts des eaux. Ça touche le sol, tout ça. Alors qu'en étage, ça va être les plafonds qui vont être pris. Ça va être une pièce. Le voisin, il a un problème avec sa machine. Ça va être des petites choses. Donc ouais, je dirais top 3 peut-être privilégier les étages plutôt que les rez-de-chaussée. Des étages où il y a un ou deux ascenseurs, privilégier deux, bien entendu. Et ben pour avoir un ERP, c'est pas un sujet. Nous, typiquement, aujourd'hui, c'est nos locaux favoris en étage. Voilà, donc je sais pas si il y avait d'autres points que tu voulais que j'aborde, Elodie. Tu vois où les questions, me dit, parce que moi, je ne les vois pas, hein. Eh ben, il semblerait que ce soit des messages directs à moi, là. Quand je regarde le chat, il y a marqué message direct. Donc, je pense que les questions me sont adressées à moi, Mm. mais qui ne sont pas dans le chat général. Mm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à démuter vos micros, hein.
Ceux qui veulent aller plus loin, bah, on organise un super événement à Sèvres, hein, qui est suivable également en ligne. On le fait dans un de nos cabinets qu'on a créé, qui fait 500 mètres carrés. On va aller pour le coup, on va prendre l'exemple de ce cabinet et on va aller étape par étape. Quel montage on a monté et pourquoi? Comment on a négocié le local? C'est un local particulier en plus où on a réussi à obtenir 6 mois de franchise et le bailleur nous a offert 60 000 euros de travaux hors taxe. Donc il nous a offert 72 000 euros de travaux. Euh, Comment s'organiser avec la banque? Les équipementiers. Fisea sera présent, qui est notre partenaire à cet événement. Les banques vont être présentes. Doctolib va être présent. Nos agents immobiliers vont être présents. Donc, ça va être l'occasion de rencontrer tout le monde. Ça va être l'occasion de se serrer la pince ou se faire la bise parce qu'on se voit beaucoup, beaucoup à distance. Ça va être convivial. C'est pas très cher. Jusqu'à encore ce soir, il y a les Early Bird à -50 et après, ça tourne autour des 130. Fisia va vous offrir des bons d'achat pour de futures commandes. Moi, je vais vous offrir des guides sur l'ouverture d'un cabinet et ça va vous donner encore pas mal de billes. Sachez que nous, au-delà de, bien sûr, les projets qu'on adore accompagner, c'est quand on les accompagne de A à Z, parce que tout est bien ficelé et c'est chouette. Mais on peut intervenir aussi en cours de projet. Moi, j'en ai qui me mandatent simplement pour trouver un local parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils veulent pas forcément payer des frais d'agence astronomiques. Nous, d'ailleurs, on travaille avec beaucoup d'agences partenaires avec lesquelles on a des réductions. Plutôt que facturer 30%, ils vont facturer 25%, par exemple. C'est toujours une économie de prix. Si on peut trouver de particulier à particulier, on va le faire aussi. Donc voilà, c'est l'occasion de se voir et d'aller plus loin, rencontrer bah, les banques, leur soumettre déjà une première idée de votre de projet, et toutes ces choses. On a un complément de question pour Elodie qui demande si les locaux en étage sont plus chers. Non, Et, elle demande aussi également si elle dit que les appartements, c'est souvent OK pour des professions libérales. Et dans ce cas, est-ce que c'est OK pour une activité de kiné? Et est-ce qu'il y a besoin de faire un changement d'usage? alors oui, la mairie va demander un changement d'usage. Le professionnel qui va venir exercer dedans bah, doit avoir l'autorisation de la mairie pour ça. Il faut que le règlement de CoPro l'organise. Attention à Paris, parce qu'il y a certains arrondissements qui, quand vous voulez transformer un local à usage d'habitation en cabinet, ils vont vous demander de compenser le nombre de locataires perdus avec un autre bien. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a deux locataires dans ce premier local A, vous voulez le transformer en cabinet, ils vont vous demander d'acheter un appartement B où vous allez pouvoir loger deux personnes. Et ça, pareil, une fois qu'on a acheté le bien et qu'on s'en rend compte après, bah, on se retrouve à le louer à des particuliers, tout ça. Donc ça, encore une fois, ça s'étudie cas par cas. Ok, Et sinon, les locaux en étage, ils sont moins chers. Ils sont moins chers que les rez-de-chaussée. Parce que souvent, les rez-de-chaussée sont plus cotés parce qu'il y a plein d'activités qui ont besoin d'un pignon sur rue. Les restaurants, bien entendu. Un restaurant en étage, à part en rooftop, c'est rare. Plein de commerces qui ont besoin d'être visibles. Tout ça. Donc, le local de rez-de-chaussée, oui, est souvent plus cher. Les locaux en étage sont moins chers parce ils se louent moins. Il faut savoir qu'il y a une énorme crise du logement, hein. Nous, on l'a vu en 3 ans, entre ce qu'on négociait au début et ce qu'on négocie maintenant. Là, le dernier deal en date, c'est 30 mois de franchise. Vous imaginez, pendant 30 mois, je vais pas payer le loyer. On va payer que les frais d'agence. Les frais d'agence, pardon. Les charges. Et pendant 6 mois au début, on paye ni l'un ni l'autre. Ce bailleur, il a 3 000 mètres carrés de bureau. Il en a loué que 300. Ils sont complètement à la gorge. Il y a une énorme crise due après le Covid. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de télétravail et toutes ces choses. Et du coup, il y a une désertion des locaux en étage. Il y a un bon nombre de coworking. Là, ce qu'on a visité encore ce matin, bah, c'est un coworking qui a fait faillite. Et quand on arrive avec une activité médicale, les bailleurs regardent avec les gros yeux pétillants, hein. Ils sont contents parce que c'est une activité qui est stable, qui est pérenne. En général, quand on lance le cabinet dans 20 ans, il est encore là. Donc ils sont contents et c'est une belle matière à négocier, ça aussi. Elodie, elle se demande
Qu'est-ce que ça veut dire exactement compenser les pertes des locataires par un autre bien? Et il y aura une deuxième question ensuite que je te C'est qu'ils dirai une vont fois que tu réponds. ils vont te demander d'acheter un bien où tu vas pouvoir loger deux personnes de plus. Ça, c'est à Paris, hein. Paris, certains arrondissements, pas tous. Je les connais pas par cœur. Nous, de toute façon, de manière générale, Paris même, à part la couronne, enfin, c'est-à-dire le proche périph', on n'est pas fan, à part quand on travaille beaucoup avec les mairies. Ces locaux-là, pourquoi pas, mais sinon, les loyers sont trop exorbitants et pas assez intéressants. En tout cas, pour nous, à titre d'investisseur, quand on y travaille dedans, c'est complètement différent. Mais oui, il faut faire attention. Ça, faut interroger la mairie, lui demander le projet, ils vont vous dire tout de suite si s'il y a une compensation à prévoir. Nous, on voulait acheter un rez-de-chaussée à Paris 16 parce que bah, le propriétaire était à la gorge, il n'arrivait pas à le vendre. Il le vendait vraiment pas cher. On était à moins de 8 000 € du mètre carré pour Paris 16. C'est une belle opportunité. Bah, la mairie nous a demandé de compenser la perte de logement. Donc, bah, on peut pas acheter un deuxième appartement dans le même secteur, financièrement parlant. Donc, on a mis le projet à l'eau, par exemple. Voilà. Ça, c'est toujours chouette de le savoir avant, quoi. Et Quoi qu'il arrive, interrogez toujours la mairie avant de commencer quoi que ce soit. sa seconde question, c'était quel est l'ordre des étapes pour trouver un cabinet? D'abord voir la banque, d'abord trouver un bien, point d'interrogation, car les banques, il me semble, disent d'abord de trouver un bien. Ouais, non, on cherche. Bah, la première grande étape, déjà, c'est la société, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, c'est de trouver le bien. Et une fois qu'on trouve le bien, ça va nous définir le business plan. Si on trouve un local à Neuilly-sur-Seine ou si on trouve un local à Argenteuil, ça va pas être le même prix de loyer tous les mois ou le même emprunt. Du coup, le business plan va pas être le même. La banque, une fois qu'il y a le business plan, eh ben, elle étudie le projet et c'est parti. En location, il n'y a pas de notion d'apport, il n'y a pas de notion de on vous demande 10% d'apport. La banque va vous demander le DG, les frais d'agence. Mais ça, pareil, il y a moyen de l'intégrer dans le crédit avec une petite ristourne, comme je disais tout à l'heure. Et pour les murs, bah, prévoir par contre 10% d'apport. Ouais. On a une Il y en a nouvelle beaucoup question. aussi qui ont peur de lancer un cabinet en se disant que demain, ils vont déménager dans 2 ans. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous n'y travaillez plus dans ce cabinet que vous n'avez pas le droit d'en rester le bailleur. Il faudra changer les contrats avec les pros de santé, si vous étiez leur titulaire et tout ça. Mais il n'y a rien qui vous l'interdit. Et il y en a plein qui... Moi, il y en a plein qui... Non, je ne lance pas, je vais partir dans 2 ans de Paris ou d'une autre région parce qu'on accompagne partout en France. C'est dommage. C'est pas parce que tu pars dans 3 ans que tu vas devoir fermer ton cabinet dans 3 ans. Tu as le droit de le laisser en gestion en étant bailleur. Tu es bailleur. Tu loues des locaux à des gens et tu le confies à une société de gestion. Nous, on gère plusieurs cabinets comme ça à Paris. À différencier de la gestion d'un cabinet quand on est titulaire, parce que vous n'avez pas le droit de rester titulaire du cabinet et de ne pas y bosser. Des petites nuances. Ça, beaucoup font l'amalgame, mais on le voit sur les groupes sur Internet où... Là, ça, faire attention, hein, pas écouter ce qu'il y en a qui écrivent sur les groupes Facebook. Parce que la plupart, c'est des âneries. Moi, je me marre quand je lis tout ça. Les gens disent ce qu'ils pensent, en fait. Et souvent, c'est pas la réalité. Il y en a plein qui disent des très belles choses et très vraies, mais il y en a plein qui parlent juste pour parler. Faire attention aux confrères qu'on la gâchette facile avec les commentaires, parce que souvent, ils se trompent. Les ordres aussi se trompent énormément. Les ordres disent pas mal d'âneries. Et ils sont pas toujours au courant. Faut savoir que pour être à l'ordre, bah, n'importe qui peut se retrouver. Demain, on vote pour vous à l'ordre et vous retrouvez président de l'ordre et vous n'y connaissez rien. Donc, faire appel à des savants, des comptables, des avocats, des gens qui ont déjà lancé, bah, comme nous, plusieurs choses. Comme demain, vous achetez un bien, bah, heureusement que le notaire est obligatoire, hein, d'ailleurs. Hein. Imaginez que le notaire soit pas obligatoire. Vous voyez le rôle d'un notaire un peu. D'aller chercher de la connaissance. C'est super important d'aller chercher de l'expérience aussi. C'est super important parce que ça va vous permettre de faire votre avis. Et encore une fois, pas tenir son avis que d'une seule personne. Parce qu'il suffit que cette personne vous ait dit une ânerie. Nous, combien de fois on l'entend? Ah, mais je pensais que ça, on m'a dit que.
Ah, mais la personne qui t'a dit ça, malheureusement, soit t'as dit n'importe quoi, soit elle a entendu n'importe quoi et elle te l'a répété. Et malheureusement, ça ferme des portes. Mais il y en a plein, par exemple, nous, qu'on accompagne à lancer le troisième ou le quatrième cabinet. Et ils sont restés 5 ou 6 ans avec cette idée de je veux en lancer d'autres, mais on m'a dit que c'était pas possible. Oui, vous n'avez pas le droit de lancer un troisième cabinet en étant titulaire, sauf si vous avez une dérogation en zone très sous-dotée. Mais rien ne vous interdit d'être bailleur de ce troisième local. Rien ne vous interdit d'être bailleur de ce quatrième local. Regardez, nous et notre société, on est bailleur aujourd'hui d'une cinquantaine de locaux. Et il n'y a rien qui nous l'interdit. Et vous ne dépendez même plus des différents ordres médicaux, médecins, tout ça, quand vous le faites en tant que bailleur. Voilà, ça c'est une des grosses idées reçues, quoi. C'est interdit. Oui, oui, c'est interdit d'être titulaire de plus de 2 cabinets. Un troisième sous dérogation, c'est accepté, mais par contre, vous pouvez être bailleur d'autant locaux que vous voulez. Et ça, pareil, ces projets-là, ça se fait avec des sociétés particulières. On a une question de DCC qui demande: Bonjour, comment vous choisissez la ville? Nombre d'habitants minimum, par exemple. En gros, je pense qu'il veut les critères de sélection des villes. Et ensuite, on aura une autre question de Benjamin que je te poserai ensuite. Je ferme les yeux et je regarde où j'appuie sur la carte. Aujourd'hui, on fait comme ça, à peu près. Parce qu'on a l'expérience de se rendre compte en fait que ça marche partout et que les gens viennent chercher la santé. Bien entendu, c'est intéressant de regarder. Nous, quand on prend une affaire pour nous, personnellement, on étudie peu le marché parce que à force, on le connaît. Pour quelqu'un qu'on va accompagner, bien sûr qu'on va étudier le marché. On va regarder combien de professionnels se sont installés dans la ville et tout ça. Mais globalement, partout, en fait, ça fonctionne, hein. Il y a des zones qui sont un peu plus dures que d'autres, un peu plus concurrentielles. Donc, il faut s'accrocher un peu plus les 5 6 premiers mois. Mais nous, des villes concurrentielles, on a réussi à en sortir. En sortir dans le sens où on a fait éclore le projet. Et ça fonctionne. Donc, j'aurais envie de dire à peu près partout. Faut pas aller s'installer dans un village de 200 habitants où il y a eu un kiné qui s'est installé en 10 ans. On s'entend, hein, bien sûr. Mais la plupart des endroits sont très intéressants. Ouais. L'idée, donc, c'est de chercher plutôt des grandes villes ou des périphéries de grandes villes, Tout dépend de comment on... Regarde, nous, Médis, ce qu'on a à Bron. Bron, c'est pas une énorme ville. sans périphérie de Lyon. Ouais, c'est en périphérie de Lyon, mais c'est pas une très grande ville. Il y a des villes qui sont beaucoup plus loin, qui ont beaucoup plus de kinésithérapeutes, d'autres pros de santé. Ce qui peut aller intéressant, c'est aller voir des endroits qui sont assez dynamiques. Un coin où il y a des pharmacies, ou... Je prends l'exemple là, on est dans une zone plutôt rurale. Se rapprocher des zones qui sont assez commerçantes, où il y a d'autres professionnels qui sont installés. Dans ces zones-là, d'ailleurs, les maisons de santé fleurissent beaucoup parce que l'État donne beaucoup d'aide à ça. Donc, il y a ce qu'on appelle créer un cabinet, mais il y a aussi ce qu'on appelle créer une maison de santé. Ça, c'est encore autre chose qu'on pourra développer peut-être dans une occasion. Tiens, la prochaine masterclass, on va la faire sur la maison médicale. Donc oui, non, toutes les zones sont intéressantes. Je suis désolé, je réponds de manière un peu floue, mais parce qu'en fait, nous, on se rend compte aujourd'hui que ça fonctionne partout. Allez éviter les zones qui sont surdotées, à part si vous voulez vous installer tout seul. Parce que dans une zone surdotée, si vous voulez ouvrir un cabinet avec 5 pros de santé, peu importe le métier, eh ben, il va falloir acheter 5 conventionnements différents. Et les conventionnements, les gens les vendent assez cher. C'est un cabinet qui va vite coûter cher. Les gens peuvent se barrer avec le conventionnement. Ça peut devenir vite compliqué. Allez anticiper les avenants, allez voir les projets d'avenants. Suivre les... Par exemple, là, en ce moment, bah, il y a l'avenant 8 qui va sortir. C'est important de savoir quelle en est sa teneur. On voit les grandes lignes souvent sur Insta, Facebook passer, mais c'est bien d'aller voir les petites lignes. Il y a l'avenant 9 qui va arriver. Au niveau des lois finances, il y a la nouvelle loi de simplification de vie économique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, maintenant les bailleurs pourront vous demander maximum 3 mois de DG plus 3 mois d'une autre caution. Là où aujourd'hui on peut vous demander 2 ans de caution, 1 an de caution, 6 ans de caution, 1 an de loyer d'avance. Tout ça va être régulé. Les bailleurs pourront plus vous demander un paiement trimestriel du loyer. Ça sera obligatoirement mensualisé à votre demande. Ça, encore une fois, si on ne le sait pas, on ne le demande pas.
Ok, merci. On avait la question de Benjamin. Est-ce que la SASU permet de louer des cabinets de la même manière que la SAS, où il y a un risque de requalification de la pratique en gestion de cabinet par l'ordre? Non, ça dépend. Ah, c'est marrant, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a posé la question sur Facebook tout à l'heure. Tout dépend de l'activité de ta SASU. Il faut regarder si l'activité de ta SASU te le permet. Tu peux avoir ton cabinet qui est géré par ta SASU à l'heure actuelle et prendre un second local qui va être également sous cette SASU. Sans souci, ça regarde même pas l'ordre, en fait. Si c'est un deuxième cabinet, tu pourras t'en mettre titulaire. Si c'est pas, si tu as déjà deux cabinets ou alors que tu veux pas t'en mettre titulaire, va falloir leur faire des contrats particuliers. Va falloir les mettre sous un statut et un régime particulier. Ok, on a la question de iPhone. Quel business model il faudrait proposer, DE ou non? Si zone très sous-dotée, c'est mieux sans? Point d'interrogation. Nous, on est dans des zones très sous-dotées, on propose parfois un DE. On préfère inviter, nous, sans les obliger, bien entendu, on laisse chacun libre de son tarif. Et nous, on a plein de kinés qui préfèrent facturer un DE, ou des médecins d'ailleurs aussi, hein, mais voir moins de monde, plutôt que pas facturer de DE et voir beaucoup de patients à l'heure. Il y a les deux qui existent. Moi, je connais des kinés qui sont dans des zones très sous-dotées et qui facturent 15 euros de DE et ça marche très bien. Je connais des cabinets voisins qui ne facturent pas de DE. En fait, je me rends compte que la notion de DE, elle est dans la tête. Il y a ceux qui n'ont pas peur de le proposer, il y a ceux qui ont peur de le proposer. Et les patients, quand on leur explique, ils comprennent, hein. Moi, je préfère payer 15 euros de plus mon kiné, mais savoir que on va être deux, voire trois sur l'heure, que d'être avec huit patients, hein. J'appelle pas ça de la kiné, mais je juge pas ceux qui le font. Donc les deux sont. Et financièrement, ça va se compenser, hein. Ceux qui font un DA de 15 euros et qui voient trois patients par heure, ou ceux qui en font pas et qui en voient 6, financièrement parlant, c'est pareil. La qualité de travail, par contre, n'est pas la même derrière. On a Elodie qui pose la question. Même si c'est écrit appartement OK pour les professions libérales, est-ce qu'on doit quand même faire un changement d'usage à la mairie? Je t'invite quand même à leur poser la question, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'ils sont OK pour que tu exerces la profession, mais ton appartement a un usage d'appartement. Pour exercer ta profession, ton appartement doit avoir un usage professionnel. Et ils peuvent te le donner à titre dérogatoire que pour toi, par exemple, pour exercer. S'il y a un autre collègue qui vient bosser avec toi, ils peuvent te demander un changement d'usage. Ça dépend, en fait, c'est vachement mairie dépendant, hein. Là où on est à Paris 16, la mairie a donné l'autorisation. Elle a dit au propriétaire que voilà, chaque kiné qui viendra s'installer dans son local, eh ben, devra se déclarer à la mairie. La mairie lui donnera l'autorisation d'exercer là. Donc il n'y a pas eu un changement d'usage. C'est un appartement. Il y a des mairies qui vont demander de faire un changement d'usage. Et c'est tout, mais c'est bien de le faire aussi, le changement d'usage, hein. Ça peut avoir une belle valeur aussi derrière, quoi. Tous OK. ceux, tous ceux qui voudront ça, bah, ils seraient capables d'acheter ton appartement plus cher parce qu'il a déjà cet usage. C'est du temps de gagner, hein. Et du temps de gagner, c'est de l'argent. Et elle se demandait aussi si l'avenant 8 et 9 concernait le zonage. Non. Toutes les zones ont été zonées. Le dernier est tombé novembre 2024. Non, 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 pardon. La dernière zone a été zonée, c'est le 06, Nice et compagnie, en juin. Et pour le moment, il y a des réflexions, mais il n'y a pas de nouveau zonage qui est mis en place. Et je pense qu'on n'en aura pas. En général, c'est tous les 5 6 ans le zonage. Je pense que là, on est tranquille au moins jusqu'à 2030 ou 2031. Elle se demande si c'est impossible du coup à Paris 6, 7 ou 8. Ouais, Paris 6 7 8 c'est déjà surdoté. C'est impossible d'y bosser depuis novembre 2024. Pour y bosser, faut en tout cas impossible. C'est-à-dire que demain, tu veux t'installer, bah, faut que tu récupères le conventionnement de quelqu'un qui va partir.
Ok, on a une autre question de Elodie qui demande si c'est mieux de mettre un apport ou non. Est-ce que tu peux peut-être préciser ta question, Elodie? Dans quel cas tu veux mettre un apport? Dans le cadre d'un achat, tu seras obligé de mettre un apport, a priori. Si tu as de la trésorerie, dans un achat, il faudra le mettre. Et dans une location, un prêt, ça coûte de l'argent, hein. Un prêt, ça coûte de l'argent. Une affaire qui est financée en fonds propres, elle est plus rentable qu'une affaire financée en banque. Après, quand on voit les faibles coûts d'intérêt, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser sa trésorerie perso? Moi, nous, nos 10 premiers centres, on l'a fait full fonds propres, sans crédit. Parce qu'on voulait pas attendre les banques. On était sur un modèle d'investissement bien particulier où on travaillait pas dans les cabinets. Les banques au début ne nous l'ont pas financé. Maintenant, elles voient que le modèle marche, elles nous accompagnent très bien, à plus de 100%. Mais au début, on a fait tout en fonds propres. Et on est content aussi. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui très peu de crédit en comparaison du chiffre d'affaires qui est généré. Et ça nous donne des leviers énormes pour aller faire davantage de projets. Donc très content d'avoir démarré comme ça. Très dur au début, financièrement, mais très content maintenant d'avoir fait comme ça. Et elle se demande donc si les taux sont élevés, est-ce qu'il faut mettre un apport? Autour de 3,5, 3,5, 4 en ce moment. La date, aujourd'hui, c'était un peu moins cher le mois dernier. Et donc, du coup, la réponse sur les apports, c'est la même chose, quoi. En Bah achat, là, tu seras pratiquement obligé de mettre un là apport. aujourd'hui, un projet à 80 000 euros loué en location, par exemple, la banque va demander 16 000 euros d'intérêt sur 7 ans. Ça fait globalement 2 500 € par an d'intérêt. Donc ça fait 200 € par mois d'intérêt. Mais ça évite de sortir 80 000 euros. Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais demain, tu apportes 40 000 et tu fais que financer 40 000. Et ben, il va t'en rester 8 000 de plus dans la poche dans 7 ans. Donc tu seras quand même plus riche dans 7 ans. Donc tout dépend de l'état de trésorerie. Moi, je conseille toujours aux gens de garder un petit fonds sur leur compte, hein. C'est confortable, hein, parce que moralement, on n'est pas trop confortable quand on n'a pas un petit matelas, quoi. Alors, apparemment, c'était pas sa question. Euh, c'est mieux de mettre un apport si les taux sont élevés ou bas. C'est mieux de mettre un apport quand les taux sont élevés, ouais. Parce que bon, bah, du coup, plus tu vas mettre d'apport, moins tu vas emprunter et plus tu vas faire d'économies. Et quand les taux sont ultra bas, 1,5, 2, c'est limite, c'est cadeau, quoi. C'est... Le levier bancaire est toujours très intéressant, hein, permet de garder ses fonds, tout ça. Mais faut composer. Savoir que des fois, l'argent, quand il reste en banque, il n'est pas très intéressant. Avec l'inflation qu'il y a, tout ça. Donc si cet argent permet d'économiser énormément sur un prêt, il sera mieux investi. Ça te permet d'éviter des intérêts à 4% alors qu'il est rémunéré 1% sur ton compte bancaire. T'es gagnante. Elle répond oui, mais l'argent du crédit, on le déduit des charges, non? Non, tu déduis les intérêts. Donc demain, tu as 10 000 € d'intérêt, tu as 100 000 € de bénéfices, tu vas pouvoir déduire tes 10 000. Donc tu vas déclarer 90 000 € de bénéfices. Donc tu vas payer tu vas économiser à peu près 2 400 € d'impôt société. Donc l'emprunt va te coûter un peu moins cher, mais il va quand même te coûter. Demain, si tu as, par exemple 100 000 € d'intérêt, ces 100 000 € vont te faire économiser 25 000 € d'impôt société. Mais du coup, il t'en restera quand même 75 000 d'intérêt. Donc oui, tu auras des intérêts moindres parce qu'ils t'auront fait une économie d'impôt. Et si tu es en déficit, bah, pour le coup, tu n'auras pas eu d'avantage. Tu l'auras l'année d'après, l'avantage. Donc oui. Et ben, par contre, les montants du prêt, non. Les intérêts du prêt, oui, sont déductibles. Les assurances aussi. Dernière question et on y va? Et après, je reste disponible pour tous ceux qui veulent un entretien téléphonique ou qu'on aille un petit peu plus loin sur leur questionnement. Vous avez notre mail, vous envoyez un mail. Pour ceux qui m'ont sur Insta, bah,
Ils m'envoient un petit message sur Insta pour tous ceux qui ont mon numéro. Ils m'écrivent un numéro. Un numéro, ils m'écrivent un SMS. Elodie, une dernière question peut-être? Là, elle demande, d'accord, je vois, donc faut faire les calculs, pour l'interrogation. Ouais. Faut regarder ce qui peut être intéressant, ouais. Moi, personnellement, par exemple, j'aime bien utiliser ma trésorerie perso pour mes projets et ça me fait pas peur d'avoir des comptes bancaires des fois avec pas grand-chose. Parce que ça me challenge, en fait. Ça pousse à créer plus, à faire d'autres choses, mais c'est ma manière d'être. Je suis un peu un fondateur dans l'esprit. Mais il y en a, ils ont 500 euros sur leur compte, ça va les stresser, ça va les angoisser et ça va être pire. Donc bah, autant garder 40 000 euros sur son compte et de faire financer son projet. Donc c'est très lié aussi à la nature psychologique et émotionnelle de personnes. Le but, c'est que le projet soit... Il n'y a pas de bonne et une manière de faire, hein. Ce qui compte, c'est que le projet se fasse tout seul, psychologiquement qui coule. Parce que si c'est pour sortir un projet dans la souffrance, voilà, la qualité de vie est aussi super importante. Et là, chaque personne est différente. Moi, ça me challenge d'avoir 500 euros sur mon compte. Il y en a, ils vont préférer avoir 40 000. Bah, les deux sont OK. Il y en a un qui va payer un peu moins d'impôts que l'autre, OK, oui, mais si c'est qu'il y en a pour que tu aies la boule au ventre pendant 8 mois, garde les sous sur le compte. Utilise le levier bancaire. D'où l'intérêt de connaître son profil au stress. Et il y a Mathieu, peut-être ça sera la dernière question. Comment fonctionne l'avantage d'installation en zone très sous-dotée? Est-ce que le CAB peut obtenir la subvention? Le cadre, Le CAB, le cabinet, est-ce que le cabinet peut obtenir la subvention? Et ensuite, il complète sa question, uniquement les kinés qui s'installent ou bien le cabinet en SAS peut récupérer une subvention des avantages fiscaux? non, le cabinet peut rien récupérer parce que le contrat est signé bah, avec un kiné. Enfin, par contre, tous les kinés qui se mettent en titulaire dedans, Mathieu, ils peuvent demander l'aide, par exemple, bah, à Vélizy, où on lance ton cabinet. Euh, Tous tes kinés pourront demander le contrat à 49 000 euros, s'ils sont tous titulaires. Alors que s'il y a un titulaire et des assistants, le titulaire demande 49 000, les assistants 34 000. Il Ça, demande ça aurait si, été bien si la SS pouvait récupérer. Ça aurait il été... demande s'il y a une obligation de quantité de patients par an, j'imagine, Ouais, pour l'obtention des... 2 000 par an pour la première année, 3 000 pour les kinés, hein. Attention, 2 000 par an la première année, 3 000 les années suivantes. Ok. Et il y a peut-être, Elodie, pour la dernière question, mieux vaut emprunter en SCI ou en perso? Ça va peut-être dépendre de ta situation personnelle. C'est peut-être... Ouais, ça dépend. Moi, j'aurais tendance à dire quand même en SCI, parce que la SCI, pour transmettre son patrimoine à ses enfants, c'est très intéressant. Peut transmettre, je crois, plus de 100 000 euros tous les 10 ans. Donc, quand tu as un bien à 500 ou 600 000 euros, bah, en une cinquantaine d'années, tu l'as transmis complètement et sans impôt. Dissocier le fond et les murs. Pas acheter le fond et les murs avec la même adresse, parce que ça permet le jour où on veut vendre le fond, bah, de vendre le fond et de garder les murs. Voilà. Voilà. Les taux d'intérêt sont plus importants en SCI, c'est la demande de Elodie. Ça dépend des banques. Ça dépend des banques, les cautions qu'ils prennent, les profils. Nous, les pros de santé, ils nous ont à la botte, hein. Encore aujourd'hui, on a un rendez-vous avec une banque, on vous fait un taux préférentiel parce que vous êtes professionnel de santé. Alors qu'on emprunte avec une SAS, hein. Mais ils considèrent, ils étendent ce champ parce que cette SAS va être gérée par des pros de santé. 0,5 sur un prêt de 70 000 80 000 euros, ça fait des petites sommes sympas, ouais. Ah, elle n'a pas entendu le début de la réponse. S'il vaut mieux emprunter en SCI ou en perso. Moi, j'aurais tendance à le faire en SCI, plutôt, parce que pour transmettre le patrimoine, c'est intéressant. Après, si tu as déjà 55 ans, le patrimoine, tu vas pas en transmettre beaucoup. Quoique tu pourras au moins amortir au moins sur 20 ou 30 ans. Si tu arrives à vivre 100 ans, tu l'amortiras sur 50 ans. Si tu achètes à 75 ans, la SCI est peut-être pas intéressante. La SCI, ça occasionne des frais comptables.
pas mal de choses aussi. Pour acheter à plusieurs, c'est très sympa. Pour vendre une partie de ton projet, c'est très sympa, une SCI aussi. Peut-être pour finir, tu peux donner un peu les réseaux sur lesquels on peut te suivre et on updatera la vidéo sur nos Principalement réseaux sur aussi. Facebook, Hakim Azizi, sur Instagram, Captain Santé. Vous pouvez suivre la page aussi Body House Kiné sur Instagram éventuellement. Et après par mail avec grand plaisir et via notre newsletter. Vous avez notre contact sur le site bodyhousekiné.com. .fr ou .com? .fr. .fr. bodyhousekiné.fr. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas nos coordonnées perso, à nous contacter via le site. Ouais, merci à tous. Je vous rappelle l'événement aussi Studio Kiné. Vous pouvez le trouver sur Instagram, le lien, ou alors vous nous le demandez. Ou vous tapez Studio Kiné Physéa. Le 11 juin, 19h, c'est l'occasion de tous se rencontrer à Sèvres. On va aller encore plus loin sur certains sujets. Physéa va venir avec beaucoup de matériel. Vous allez rencontrer les partenaires bancaires, Doctolib, pas mal de personnes. Il y aura un buffet. Ça va être une soirée assez vivante et chouette. Et pour ceux qui veulent qu'on aille un peu plus loin sur leur projet, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'1 heure. C'est complètement gratuit. Et pour ceux qui veulent déjà qu'on les accompagne, et ben, welcome. Pour ceux qui signeraient un accompagnement avant demain soir, on propose un moins 15% sur notre accompagnement. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci Hakim.